Je vais donc essayer de répondre à la question de savoir si le droit peut être le garant de la rationalité sociale. Avant de commencer, je voudrais juste dire un mot pour dire que ce que je vais présenter fait l'objet précisément du cours que tu mentionnais, que je dispense avec Duncan Kennedy à la Harvard Law School. Donc je ne vais pas le citer à chaque instant, mais dans ce qui suit, beaucoup d'idées sont les siennes, beaucoup d'idées sont les miennes et beaucoup d'idées sont les nôtres. Donc tout ça me permet d'éviter d'avoir à le préciser à chaque instant. J'ai construit mon propos. Je vais d'abord vous présenter un contexte théorique en semant des petits cailloux, et puis je vais vous proposer toute une liste de mini-thèses sur le fonctionnement du droit, et tout ça va me permettre, dans la discussion de quelques-unes des objections, de poser la thèse centrale que je voudrais faire discuter, puisque la règle veut que nous venions ici avec des thèses. Alors, à propos du contexte théorique, la première chose que je voudrais dire, je voudrais illustrer l'affirmation suivante: nos sociétés marchent au droit. Les sociologues décrivent les sociétés comme régies par des ordres normatifs. Par ordre normatif, on entend des systèmes de règles, de valeurs qui régissent nos comportements. Par exemple, les systèmes de parenté, les pratiques religieuses, les pratiques et valeurs culturelles, je sais pas, comme la politesse, les codes d'honneur, etc. Et dans les pays modernes occidentaux, développés, appelons-les comme on veut, le principal ordre normatif, c'est le droit. Le principal ne veut évidemment pas dire le seul. La politesse, les codes religieux, les valeurs idéologiques, etc. jouent aussi un rôle important. Mais, et ça ne veut pas dire non plus que tout soit juridique. Mais ça veut dire que tout de même, beaucoup de choses ont lieu à l'ombre du droit. Alors, c'est vrai que souvent, on se représente les choses dans l'autre sens. On se dit que la vraie vie, ce sont les rapports sociaux, ou les conflits idéologiques, ou les valeurs, et que ce qui détermine nos comportements, c'est toutes ces choses-là, pas le droit, que le droit n'intervient qu'à la marge, au fond, quand il y a un problème, pour résoudre les conflits, et quand tout d'un coup, on se tourne vers le juge, par exemple. C'est vrai, bien sûr. Alors, un exemple de ça, c'est que si on discute, je ne sais pas, prenons n'importe quelle polémique un peu importante ces derniers temps, le mariage pour tous, on peut se dire que c'est un affrontement entre conservateurs et progressistes, que c'est un affrontement autour de valeurs. Et tout ça est bien sûr très vrai, mais il faut ajouter qu'il n'y a pas de famille sans l'institution du mariage ou de la filiation. Et à propos de querelles, comme je ne sais pas, moi, les rapports entre employeurs et employés, la question de savoir si on paye trop d'impôts, ou toutes ces choses-là, on a beaucoup de mal à rentrer dans ces discussions sans qu'il y ait quelque chose comme de la propriété ou du contrat qui structure ce dont on parle. Donc en fait, il me semble que le droit n'est pas une dimension séparée de la vie sociale, qu'il infuse tout, qu'il est partout, et que c'est vrai que bien souvent, sa présence ne se révèle qu'à l'occasion de conflits. Principal veut dire aussi qu'il prévaut, ou en tout cas qu'il prétend prévaloir, ou qu'il est censé prévaloir, et que par ailleurs il prévaut assez souvent pour qu'on puisse dire que grosso modo cette prétention est victorieuse. Cette prévalence a deux aspects, interne et externe. Et là j'en dis un mot. L'aspect interne, c'est qu'à l'intérieur du système juridique, ce qui est juridique prévaut sur le reste. Si par exemple vous signez un contrat, vous ne pouvez pas vous prévaloir de l'impolitesse du co-contractant pour ne pas remplir vos obligations contractuelles. C'est-à-dire que ce qui va compter, c'est le droit, c'est ce que disent les clauses du contrat. Et la politesse à l'intérieur du droit ne va pas prévaloir. Donc ça veut dire que dans le droit, les règles qui s'appliquent sont spécifiquement juridiques, que les faits considérés sont qualifiés juridiquement, que les raisonnements et les arguments qui sont censés déterminer les décisions sont eux aussi spécifiquement juridiques. Bref, il y a quelque chose comme une rationalité interne du droit qui se veut spécifiquement juridique et qui serait garante de la juridicité de ce que fait le droit. Cette rationalité, on va y revenir, est réputée à la fois procédurale et formelle. L'aspect externe de la prévalence du droit, c'est l'idée que le droit, en dernière instance, pour utiliser un terme connu dans ces murs, ordonne les relations sociales, purge les conflits. Donc si par exemple on vous dit femme, vous allez porter plainte plutôt que de vous battre en duel. En général. Un exemple général, là aussi récent, de cette prévalence externe, c'est toujours la question du mariage pour tous. Quand la loi a été adoptée, les manifestations n'ont pas cessé. Mais les manifestations ont cessé très brutalement
quand le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de cette loi. Autrement dit, quand la loi est rentrée définitivement dans l'ordre juridique, eh bien, le conflit politique s'est arrêté. Tout s'est passé comme si le droit avait eu dans cette histoire le dernier mot. Alors, l'idée ici, c'est que si on fait prévaloir le droit sur d'autres manières de faire, c'est qu'on considère que le droit est plus ordonné, plus rationnel, plus désirable que ce qui se passerait si une autre instance, des valeurs idéologiques, un code d'honneur, ce que vous voulez, pouvait prévaloir. Et là apparaît le lien entre la prévalence interne et la prévalence externe. C'est la prévalence interne qui garantit la rationalité du fonctionnement du droit, et c'est parce que le fonctionnement du droit repose sur cette rationalité interne que le droit peut prétendre légitimement rationaliser nos vies, nos mondes vécus, et prévaloir sur les autres ordres normatifs. Donc mon premier petit caillou, c'est ça. C'est que la prétention du droit à rationaliser nos mondes vécus repose sur la possibilité de rationaliser ses propres processus de prise de décision interne. Ou encore que c'est la rationalité et l'efficacité de la raison interne du droit qui lui confère sa légitimité comme ordre normatif. Alors, ce que je viens de dire pose un problème, ou en tout cas une exigence, c'est qu'il faut, quel que soit le sens qu'on donne à ces termes, et vous l'entendez, je les utilise de manière très lâche, la raison interne du droit doit être rationnelle. La raison interne, autrement dit, ce qui le fait fonctionner, la manière dont il fonctionne doit être rationnelle. Il faut donc que les décisions, les raisonnements, les arguments que les acteurs déploient dans le fonctionnement ordinaire du droit soient assez déterminés pour échapper à l'arbitraire des acteurs, à leur fantaisie, aux contradictions, aux biais idéologiques, tout ce que vous voulez. Et il faut aussi s'assurer que ce soit toujours le cas. Autrement dit, la prétention à la prévalence de droit repose et impose la mise en place de dispositifs de rationalisation de la machine juridique. Alors, je ne vais pas m'étendre et je vais résumer des siècles en un paragraphe. De bons auteurs ont montré que traditionnellement, le dispositif de rationalisation du droit, c'est ce qu'on appelle la dogmatique. Dogmatique n'ayant pas le sens négatif qu'on lui donne ordinairement, c'est une manière de faire de la pensée juridique. Depuis le XIVe siècle, la dogmatique se présente comme une tradition herméneutique étroitement associée à l'autorité d'un texte, le corpus iuris civilis. Non pas que le corpus iuris civilis soit en lui-même du droit positif, mais il a été utilisé pendant des siècles par les juristes, à la fois comme langage et comme modèle, j'utilise ici les termes que j'emprunte à Pierre Legendre, pour donner au fatras des règles en vigueur la forme d'un corps, c'est-à-dire d'une totalité cohérente qui serait susceptible d'évoluer harmonieusement. Et l'organe de cette rationalisation du droit, c'est la scientia iuris, un savoir à la fois spécialisé et spécifiquement juridique. C'est spécifiquement juridique dans le sens où c'est pratiqué par des savants qui se disent et qui sont reconnus comme étant spécialement des juristes savants, qui écrivent des livres spécifiquement juridiques, et ces livres s'enseignent dans des lieux eux-mêmes spécifiquement juridiques, nommément les facultés de droit. Alors, ce dispositif de rationalisation du droit a été soumis à de très sévères attaques au XVIIIe siècle, là je ne vais pas vous apprendre grand-chose, et ces critiques, il faut le dire, ont largement triomphé du modèle précédent. Quelque chose comme le droit moderne s'est mis en place entre, disons, 1750 et 1850, soumis à un dispositif de rationalisation inédit qui est pour une large part encore le nôtre. Alors je développe un peu, je sais que Francis est un peu allergique aux longues considérations préliminaires, mais je vais dire un mot tout de même de ce dispositif de rationalisation qui, me semble-t-il, nous gouverne encore aujourd'hui. On peut prendre Kant, mais on pourrait prendre Bentham, Beccari, Assayès. Au fond, au degré de généralité où je me situe, tout ça reviendrait un peu au même, malgré les différences de version. En tout cas, il y a quelque chose comme un air de famille entre tous ces auteurs. Kant affirme la souveraineté de la philosophie comprise comme le libre et public exercice de la raison, autrement dit une raison qui ne s'appuie pas sur l'autorité des textes, mais qui ne s'autorise que d'elle-même. Et donc dans sa critique du droit, cette raison se veut en outre publique et elle se donne pour objet d'exposer les principes universels de toute législation rationnelle, la doctrine du droit. Ce qu'on a appelé au XVIIIe siècle la science de la législation.
Cet exposé de la législation rationnelle est offerte à divers princes qui, s'ils sont assez éclairés, pourraient vouloir s'en inspirer et les promulguer dans des codes qui deviendraient des législations positives. Et ce droit nouveau devra ensuite être appliqué sans être trahi par les juristes, les administrateurs, les juges, etc. Alors dans ce dispositif, que j'ai résumé à très grand trait, il faut dire ce qui est, il y a deux aspects, un aspect pratique et un aspect théorique. L'aspect théorique, me semble-t-il, l'élément le plus frappant, c'est que désormais la rationalisation du droit est dans les mains de savoirs qui sont extérieurs au droit lui-même. C'est plus la scientia iuris qui produit les principes généraux, rationnels du droit, c'est la philosophie. Et donc cette critique est philosophique parce que, au fond, l'idée, c'est que chaque institution de droit existante, la propriété, le contrat, la personne, la prescription acquisitive, l'esclavage, tout ce que vous voulez, va être jugée à l'aune de son concept rationnel. Si cette institution est jugée conforme à son concept, elle sera justifiée. La propriété, conforme à son concept, justifiée. Si elle est considérée comme non conforme à son concept, elle sera réfutée. Esclavage, pas de concept rationnel qui correspond à l'esclavage. L'esclavage n'est pas justifié, il est réfuté. Quel que soit le produit, alors, quelle que soit la manière de produire le concept rationnel, ça peut être le principe d'utilité chez Bentham, la déduction transcendantale chez Kant, l'exposition spéculative chez Hegel, tout ce que vous voulez, il n'en reste pas moins que le concept qui sert d'aune pour juger de la légitimité d'une institution de droit est un concept philosophique. Cette critique peut encore être dite externe dans un autre sens. C'est dans le sens où, donc, au premier sens, c'est dans le sens où la critique est produite de l'extérieur du droit. Donc, deuxième caillou, dans le dispositif moderne de rationalisation du droit, la rationalité est le produit d'un savoir extérieur qui n'est pas soumis à l'autorité des textes juridiques. Elle est encore extérieure dans un deuxième sens, qui est que ce qui nous intéresse dans cette affaire est extérieur au droit. C'est-à-dire, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si, en gros ou en détail, le droit répond à des idéaux de justice qui eux-mêmes ne sont pas juridiques. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça correspond à la liberté des individus? Etc. Ces idéaux de justice, en fait, sont produits de manière indépendante de la machine juridique. Alors je passe aux aspects pratiques du dispositif, qui sont au fond les conditions de l'application de ces principes du droit rationnel. Pour que le dispositif critique fonctionne, pour qu'il puisse rationaliser vraiment le droit, il ne suffit pas d'exposer la législation rationnelle, comme je le disais, il ne suffit pas de produire des codes idéaux, il faut encore créer les conditions de leur application. Et ça, c'est un aspect très politique. Ça suppose par exemple qu'il y ait assez de liberté d'expression et de pensée pour qu'on puisse concevoir l'existence d'une raison publique libre. Ça suppose encore que les princes éclairés puissent produire une législation rationnelle qu'ils vont substituer aux législations existantes qui n'ont pas passé le test, si j'ose dire. Il faut encore que ces législations rationnelles soient vraiment appliquées, qu'elles soient capables de vraiment changer la vie, comme dirait un ancien président de la République. Donc, il y a deux éléments dans cet aspect pratique. D'abord, la source de toute législation légitime, c'est la volonté populaire souveraine. Le droit doit entièrement procéder de l'autonomie politique de la communauté. C'est l'idéal du souverain qui serait en même temps sujet, du sujet qui serait en même temps souverain. Cette volonté, elle doit encore se trouver exprimée dans des organes, ou pour le dire dans les termes de l'époque, il faut que l'État ait une constitution. Il faut encore que soit assurée la supériorité des principes généraux et impersonnels sur les décisions individuelles, ou encore que les pouvoirs soient séparés, en sorte que la souveraineté revienne au législateur, que l'exécutif et le judiciaire y soient soumis. Ainsi, la volonté souveraine se trouvera, pour ainsi dire, encodée. C'est une opération d'encodage et de décodage. On prend la volonté, on l'encode dans des codes, ensuite ça circule dans le système juridique, et au bout du système juridique, vous avez des administrateurs et des juges qui vont décoder, c'est-à-dire qui vont prendre les mêmes textes qui sont censés porter cette volonté et l'appliquer à des cas pour que la volonté soit effective. Alors, troisième petit caillou, donc, le projet critique repose sur la politisation des sources du droit. La source du droit, c'est politique, c'est le politique qui est à l'origine du droit. Et le pouvoir de produire le droit est désormais exclusivement conféré
aux organes politiques de la communauté. Il y a là l'idéal de l'autonomie politique, au fond. L'autre dimension pratique du dispositif, c'est, comme je le disais, que la volonté transite de manière inaltérée à travers la machinerie juridique, c'est-à-dire à travers le système, à travers l'appareil en charge de son application. Et il faut que ce qui sorte, ce qui soit décodé à la sortie, soit identique à ce qui a été encodé à l'entrée. Et ça suppose un système de plomberie dans lequel l'appareil juridique est considéré comme transparent, ou en tout cas comme politiquement neutralisé. Ici, l'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas que les administrateurs ou les juges viennent substituer leur propre volonté à la volonté qu'ils sont censés appliquer. Alors c'est difficile, parce que ça suppose de dépolitiser tout l'appareil. Et comment parvenir à cette dépolitisation? Chez Kant, c'est assez simple, c'est le syllogisme. Donc les principes de la législation rationnelle sont la majeure du syllogisme pratique. Le juge est un ouvrier habile qui pose la majeure du syllogisme et déduit de cette majeure l'application, la solution des cas. Variation sur un thème archi-connu qui est l'idée que le juge est la bouche de la loi et que le juge, au fond, est neutre, transparent et ne fait qu'appliquer le droit. Alors, évidemment, tout ça, ça suppose que nous ayons des principes du droit rationnel. Je dis un mot de la manière dont ça se présente. Là encore, c'est à un degré de généralité tel que je n'ai pas besoin de dire chez tel auteur ou chez tel autre, parce qu'il y a un air de famille entre tous ces auteurs. Malgré les très grandes variations entre les auteurs, le système en général distingue le droit public et le droit privé. Dans le droit public, on trouve tout ce que je viens de dire, la constitutionnalisation de l'État, la séparation des pouvoirs, la hiérarchisation des organes. Et dans le droit privé, on trouve les rapports entre les individus libres, qui sont, de ce fait, parce qu'ils sont libres, universellement dotés de la personnalité juridique, le droit illimité à la propriété, qui généralement est considéré comme absolu, et la possibilité de contracter librement entre eux. Alors les versions divergent beaucoup plus manifestement quand on en vient au droit de la famille, c'est-à-dire c'est modulo des manières très différentes de penser le droit de la famille. Mais bref, pour faire très court, le gouvernement représentatif, le capitalisme libéral et des formes diverses de patriarcat. Si vraiment on a envie de raconter tout ça en une formule. Alors qu'est-ce que c'est devenu ça? Chez les juristes, là encore pour faire très court, la partie droit public a commencé par ne pas leur plaire du tout. Ils étaient quand même beaucoup plus conservateurs que ça. Mais ça a fini par s'imposer lentement au cours du XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est quand même largement acquis. C'est-à-dire c'est tout de même, ça décrit assez bien le dispositif qui nous régit. La partie droit privé a été adoptée beaucoup plus facilement, sans doute parce que c'est la part du système qui a été le plus largement empruntée aux juristes par les philosophes. Quand on lit Kant, par exemple, la doctrine du droit, c'est quand même beaucoup avec le corpus juris civilis sur les genoux, et donc ça explique que ça a été plus facile. Alors le résultat, c'est que les juristes vont s'emparer de ça pour élaborer une manière nouvelle de garantir la rationalité interne du droit, qui va s'inspirer très largement de ce projet, disons, de ce dispositif, et qui va ouvrir un chapitre nouveau de la dogmatique, où la rationalisation du droit va prendre des allures plus scientifiques que ce qu'on faisait avant, et où, au fond, on va intérioriser cette critique philosophique et produire un savoir dogmatique nouveau. Ce savoir dogmatique nouveau, on l'a appelé construction juridique ou encore théorie générale. Donc vous avez tout au cours du XIXe siècle et du XXe siècle des kilomètres de bibliothèques écrites par les juristes sous forme de théorie générale ou de construction juridique. En deux mots, comment ça se présente? Eh bien, le système doit être à la fois cohérent et complet, donc il est composé de catégories, des concepts, et chaque catégorie correspond à une institution de droit réel. Donc pour la propriété, il y a un concept de propriété. Pour le contrat, il y a un concept de contrat. Pour la prescription acquisitive, il y a un concept de prescription acquisitive. Et il faut encore que ces catégories ne se contredisent pas entre elles, que les liens qui unissent les catégories dans le système soient non contradictoires, enfin que ce soient des liens logiques. Alors, comment on s'assure de l'absence de contradiction? Par ce qu'on appelle les divisions juridiques. On a dit que le droit était un art du classement, on a bien raison,
Et donc les juristes vont passer des heures et des heures à diviser, distinguer les catégories, le plus souvent sous forme binaire. Je vais y revenir. Par exemple, la distinction public-privé que j'ai déjà évoquée. À l'intérieur du droit privé, on va distinguer entre le droit patrimonial et le droit familial, et on va dire que ce ne sont pas les mêmes principes qui régissent chacun des domaines. Et à l'intérieur du droit patrimonial, entre la propriété et le contrat, etc. Tout ça va permettre de classer les régimes juridiques applicables, les subsumer sous une catégorie donnée. Et les institutions de droit, par ailleurs, elles seront jugées rationnelles quand une catégorie unique correspond à l'institution de droit. Ce que je disais, c'est institution de propriété, concept de propriété. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul concept de propriété qui corresponde à l'institution. L'unicité est une exigence de rationalité, parce que si la propriété, ça peut être ceci et cela, ben alors ça ne va pas déterminer les acteurs. Donc vous avez une idée mère, ou une essence, ou un concept, et de là, on peut déduire des principes généraux. Et ces principes généraux vont servir de cadre normatif au régime juridique de l'institution concernée. Par exemple, vous avez un concept de propriété, on va vous dire que c'est un droit subjectif absolu des personnes sur les choses matérielles, par exemple, et de là, on va en déduire qu'elle est exclusive, qu'elle est perpétuelle, qu'elle est opposable erga omnes, enfin tout un tas de principes généraux qui vont nous être fort utiles pour déterminer les régimes juridiques afférents. Ces principes généraux sont comme des règles générales et impersonnelles, autrement dit comme des lois, et elles sont produites soit par les juges, on va appeler ça de la jurisprudence, soit par les professeurs de droit, et on va appeler ça de la doctrine. De ces principes, il va être possible de déduire les règles applicables au cas. Et donc, par exemple, si je dis que la propriété est exclusive, ou si je dis que la propriété est perpétuelle, eh bien, dans un cas donné, je vais considérer la perpétuité de la propriété pour pouvoir traiter du cas. Voilà, donc ce que je viens de décrire à très grands traits, c'est quelque chose comme la pensée juridique classique au sens où c'est devenu le modèle dominant à partir du milieu du XIXe siècle. Donc, quatrième petit caillou, le droit, et particulièrement le droit privé, est désormais conçu comme un système de catégories rationnelles, logiquement liées entre elles. Ce système se présente comme l'idéalisation rationnelle du droit, tel qu'il est dans la vraie vie, et cette idéalisation contribue concrètement à transformer le droit positif dans la mesure où les acteurs vont appliquer le système, en soumettant leur propre volonté, via la déduction syllogistique, à l'idée, puis au principe, puis les règles qu'ils vont appliquer. Alors, le dernier petit caillou, avant d'en venir au cœur de ce que je voulais vous raconter, à propos de ce dispositif, c'est qu'il ne suffit pas de rationaliser le droit, il faut encore rationaliser le dispositif de rationalisation du droit. Alors ça, si on se situe dans la perspective de l'histoire de la philosophie, il est assez clair que la critique philosophique n'a pas cessé de se soumettre à sa propre critique. Critique de la critique de la critique, enfin des choses relativement connues. Cette histoire est celle de la philosophie moderne ou encore de la critique externe. Et ce qui est intéressant ici, c'est de constater que malgré la violence passionnée, c'est le moins qu'on puisse dire, de cette critique externe, vous voyez, c'est Hegel, critique de Kant, Marx, critique de Hegel, etc., c'est malgré la succession des critiques, on va au fond laisser inaltérée cette idée que le droit privé est un système cohérent et complet d'allocation de droits subjectifs. Si vous prenez le droit abstrait chez Hegel, par exemple, il est très différent dans son contenu de la doctrine du droit de Kant. Ils ne définissent pas la propriété de la même manière, elle n'a pas la même place tout à fait dans le système. Mais enfin, tout de même, si on regarde ça en très gros et avec des yeux de juriste, ça se ressemble. Les personnes sont des volontés libres, la propriété est un droit subjectif de la personne, il y a de la liberté contractuelle. Si on va chez Marx maintenant, on obtient à peu près la même chose au fond. Si on lit la question juive, bon, visiblement Marx n'aime pas beaucoup ça, il trouve que le système cohérent et rationnel du droit privé échoue dans sa prétention à l'universalité, qu'au fond c'est le droit de la bourgeoisie et non pas le droit de l'humanité, que par ailleurs ça fonctionne comme un dispositif de domination d'une classe sur une autre, mais précisément si cette domination fonctionne, c'est bien parce que c'est un système cohérent et complet, et que la cohérence et la complétude de la structure juridique, qui est garantie par cette rationalité interne du droit, permet cette domination. Autrement dit, on va juger de la partialité, de l'injustice, des effets de tout un tas de choses dans le droit, mais on ne va pas remettre en question cet élément
de rationalité interne. Donc, cinquième petit caillou, la critique est externe aussi dans le sens où elle ne s'intéresse pas à faire la critique du système de l'intérieur, où elle s'intéresse seulement à vérifier sa conformité à des idéaux de justice extérieure. Voilà, donc là, je crois qu'avec ça, j'ai un contexte théorique, un dispositif de rationalisation de la société qui repose sur la prévalence du droit considéré comme un ordre normatif rationnel, rationalité qui repose elle-même sur un dispositif de rationalisation du droit qui le constitue en système cohérent et complet, mu par des procédures, des modes de raisonnement et d'argumentation hautement formalisés. Bon, peut-être celui qui a le mieux dit ça et qui a compris la portée de cette idée, c'est Max Weber. Chez Max Weber, la rationalité juridique, parce qu'elle est formelle et procédurale, est l'instrument majeur du processus de rationalisation de nos modes de vie, du désenchantement du monde. Nous vivons dans un monde qui est largement routinisé, sauf quelques sphères de la vie sociale comme l'art et le sexe, et encore si l'art n'est pas trop marchandisé, et si le sexe n'est pas trop marchandisé non plus. Et il faut s'en réjouir parce que cette forme est garante de la rationalité des relations sociales et des institutions. Bon, bien sûr, chez Max Weber, de temps en temps apparaissent des leaders charismatiques et il est encore possible de temps en temps d'enchanter le monde, mais précisément ce sont des sauts très risqués dans l'irrationnel et au fond, il vaut mieux s'en garder. Alors, forcément, on s'ennuie un peu, mais tout de même, c'est beaucoup mieux. Alors, dans quelle mesure peut-on dire que le monde moderne est rationnel ? Ben, précisément dans la mesure où il est soumis à cette rationalité juridique, dont le formalisme procédural et les modes de raisonnement et d'argumentation, qui sont eux-mêmes formels, garantissent la rationalité. C'est donc la raison juridique qui nous garantit contre le chaos dans la société. Voilà, alors le problème, et j'en viens au problème, c'est qu'il me semble que cette histoire n'est que la moitié de l'histoire, et que l'autre moitié, dont les philosophes en général entendent moins parler, c'est l'histoire de la critique juridique de ce dispositif, qui est une critique, interne. Et je vais essayer de vous le présenter de manière aussi synthétique et donc superficielle que j'ai traité la première partie. Il y a 1000 manières, 1000 arguments, 1000 stratégies pour faire la critique interne du droit. Il faut ajouter que ces arguments et ces stratégies sont contradictoires entre eux. Il y a des courants rationalistes, il y a des courants irrationalistes, il y a des courants essentialistes, il y a des courants qui sont structuralistes, il y en a qui sont plutôt sociaux, il y en a qui sont plutôt libéraux. Bref, c'est un immense champ de bataille. Et là, ce que je vais faire est à peu près aussi absurde que d'essayer de résumer 2 siècles de philosophie, 2 siècles de critique interne de la métaphysique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que de même qu'à force de critique philosophique, on a pu déclarer la mort de la métaphysique, à force de critique juridique interne, on a pu déclarer la mort de la raison juridique, et c'est de ça dont je vais vous parler. J'ajoute tout de même que même si ces critiques sont contradictoires entre elles et extrêmement variées, elles ont tout de même un air de famille. Et cet air de famille procède de ce qu'on pourrait appeler la critique des fausses nécessités. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, toute la rationalité formelle du droit vise à contraindre les acteurs, à les soumettre à une nécessité. Je suis juge, j'ai des idées, je pense ceci et cela, j'ai des biais idéologiques, j'ai mangé quelque chose au petit déjeuner, mais néanmoins, ma volonté va être contrainte par une raison interne qui va me déterminer. Et la nécessité ici, elle procède de ce formalisme. La critique interne du droit consiste à montrer que cette nécessité est une fausse nécessité, va mettre en évidence des contradictions irréductibles, des lacunes, des ambivalences, des indéterminations, qui vont miner de l'intérieur le mécanisme de détermination de la volonté des acteurs. Alors je vais vous présenter quelques-unes de ces critiques, j'aurais pu vous en présenter 12, 27, 38, voilà. Je vais vous en présenter quelques-unes, en allant trop vite. La première, et c'est sous forme de mini-thèse, à une institution de droit correspond toujours plus d'un concept rationnel. L'idée ici, c'est que les acteurs, les juges, les avocats disposent dans leur boîte à outils de toujours plus d'un concept d'une catégorie juridique, d'un concept rationnel crédible pour
institutions de droit donné, et que, comme leur problème n'est pas de rédiger des manuels de philosophie, comme leur problème c'est de répondre aux intérêts de leurs clients, de satisfaire des besoins, de gagner des batailles sur le terrain du droit, ils vont faire feu de tout bois et ne se dérangeront pas pour mobiliser plusieurs catégories juridiques, même contradictoires entre elles, dans le même raisonnement. Exemple, avec la propriété, on peut définir classiquement la propriété comme un ensemble de prérogatives. Usus, fructus, abusus. Bon, on peut aussi définir la propriété comme la garantie juridique d'une attente légitime. Ça, c'est du Bentham. C'est très utilisé par la Convention, par la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, et depuis plus récemment par le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ça marche très bien aussi. On peut aussi le définir comme un attribut essentiel de la personnalité, comme un droit de l'homme. Ça marche très bien aussi. Pour un philosophe, toutes ces définitions sont largement contradictoires. Pour un juriste, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas du tout le problème. Tout ça, ça marche très bien. Et donc, pour le dire autrement, le droit positif est philosophiquement contradictoire. Ce qui n'embête pas les juristes et qui ne prétendent pas faire œuvre philosophique, et ce qui n'empêche pas le système de fonctionner. Deuxième mini-thèse. Les divisions conceptuelles ne sont jamais assez strictes pour qu'on puisse toujours en déduire des régimes applicables. Alors, comme je le disais, les divisions conceptuelles sont très importantes pour les juristes, parce qu'elles déterminent le régime juridique applicable dans une matière donnée. Vraiment, ce n'est pas faux du tout. Le droit, c'est l'art des classements. Alors, l'idée critique ici, c'est de dire que dans toute division juridique, chacun des termes de la division est constitué, entre autres, par le terme opposé. C'est une espèce de chiasme. Si on prend A et B, alors A se laisse lui-même décomposer en divers éléments, dont B. Donc on va retrouver du B dans A, et on va retrouver aussi du A dans B. Autrement dit, quand j'aurais dit que telle matière est subsumée sous A, eh bien, je ne sais toujours pas si c'est A ou B qui va être applicable. Donc, dire que les divisions juridiques déterminent le régime applicable, c'est affirmer une fausse nécessité. Je vous donne un exemple, parce que j'ai l'impression d'avoir été très abstrait. La division publique-privée régit la propriété en France. Il y a deux grands régimes de propriété, le régime de la propriété publique, le régime de la propriété privée. Grosso modo, la propriété publique, c'est la propriété des personnes publiques, et la propriété privée, c'est la propriété des personnes privées. Et le régime n'est pas le même. Donc, quand on parle de propriété publique, en général, ça vient avec inaliénabilité, insaisissabilité, incessibilité à vil prix. Qu'est-ce que j'ai dit? Insaisissabilité, incessibilité à vil prix, interdiction de démembrer, etc., etc. Je ne vais pas développer, je suis à votre disposition si vous souhaitez que je développe. Et quand on dit propriété privée, en général, on entend exclusivité, perpétuité, opposabilité erga omnes, et évidemment aliénabilité, parce que à quoi sert-il d'être propriétaire de quelque chose si je ne peux pas le vendre? Bien. Alors je rentre dans propriété publique, et qu'est-ce que je vois? Je vois que tout de suite, le régime juridique se divise en deux régimes. Le régime public et le domaine public et le domaine privé. Donc dans la propriété publique, il y a un domaine privé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un scandale de la mairie de Paris il y a quelques années à propos de location d'appartements. C'était du domaine privé de la mairie de Paris. Donc c'est de la propriété publique, mais c'est du domaine privé. Et quand on regarde ce qui se passe dans le domaine privé, eh bien on se rend compte que la propriété publique du domaine privé est en fait assez proche du régime de la propriété privée. C'est aliénable, il n'y a pas d'inaliénabilité, il n'y a pas véritablement d'insaisissabilité, il n'y a pas, etc., etc. Du côté domanialité publique, domaine public, alors là, on trouve, ce que je disais, quelque chose de très propriété publique, inaliénable, incessible, etc. Tout ça parce que, dans le domaine public, les biens sont affectés. Et le mécanisme de l'affectation est très important. Soit à un service public, soit au libre usage du public. Bon. Maintenant, je me tourne vers propriété publique. Donc, vous voyez, dans propriété publique, j'ai trouvé du domaine public et du domaine privé. J'ai retrouvé B dans A. Si je me tourne maintenant vers propriété privée, on a l'impression que c'est aliénable, que c'est etc., on est dans B, il n'y a que du B, mais on se rend compte qu'il n'est pas rare qu'il y ait des mécanismes d'affectation. Par exemple, dans la communauté entre époux.
dans la communauté entre époux, les biens sont affectés à la communauté des époux. Ça crée des effets juridiques qui viennent limiter le caractère exclusif, évidemment, ce n'est pas de la propriété exclusive, puisque c'est une communauté, qui viennent limiter aussi le caractère aliénable dans certains cas, etc., etc. Un autre exemple pourrait être les souvenirs de famille. Les souvenirs de famille sont inaliénables, parce que les souvenirs de famille, propriété privée, sont affectés à la famille, je ne sais pas très bien comment le dire. Et là, on se retrouve avec des éléments qu'on avait associés à la propriété publique dans la propriété privée. Bien, autrement dit, je résume, tous les caractères associés à la propriété publique se retrouvent aussi d'une manière ou d'une autre dans la propriété privée et vice-versa. La structure est une structure chiasmatique où dans un couple d'opposés, on retrouve le terme opposé dans la constitution de chacun des termes du couple. Bilan des courses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le praticien, une fois que vous avez dit c'est de la propriété publique, eh bien vous n'avez pas dit grand-chose, vous avez simplement créé une obligation de justifier par la règle et l'exception pour pouvoir appliquer un régime ou un autre. Troisième thèse. Les principes ne sont jamais assez stricts pour qu'on puisse en déduire les règles applicables. En tout cas, pour qu'on puisse toujours en déduire les règles applicables. Parfois on peut, mais parfois on ne peut pas. Ça, c'est la critique très classique, dite de l'abus des déductions. Alors là, je rentre dans un cas qui a beaucoup défrayé la chronique, l'affaire Dieudonné. Bon, d'abord, ça commence mal, cette histoire, parce qu'il n'y a pas un principe, il y en a deux. Il y a un premier principe qui est la liberté d'expression. En France, nous, régime libéral, on n'interdit pas les spectacles avant qu'ils aient eu lieu. Il y a un principe libéral qui est qu'on interdit, on atteinte à la liberté seulement quand il s'est passé quelque chose, quand cette liberté est venue attenter à d'autres libertés, par exemple, ou à l'ordre public. Puis deuxièmement, il y a un autre principe qui est l'ordre public, justement. En France, quand quelque chose est attentatoire à l'ordre public, eh bien, on peut prendre des dispositions, le maire, le préfet peuvent prendre des dispositions. Et alors là, on ne sait pas très bien lequel il faut appliquer. Donc première difficulté, très souvent, il ne s'agit pas d'appliquer un principe, mais de choisir à l'intérieur d'une pluralité de principes, et parfois d'une pluralité de principes qui sont tous réputés très absolus. Et donc c'est difficile. Deuxième idée, la signification et la portée de ces principes est souvent trop vague pour permettre une déduction rationnelle, une déduction stricte, une détermination de la décision. Alors je vous donne un exemple avec cette affaire Dieudonné. Traditionnellement, en droit français, l'ordre public, c'est un ordre public matériel. Ça veut dire tranquillité, salubrité, sécurité. Ça veut dire pas moralité. Il n'y a pas d'ordre public moral. Or ici, l'atteinte à l'ordre public, elle serait morale et pas matérielle. Autrement dit, ce dont on a peur, c'est pas qu'il y ait des émeutes à la sortie du concert, du spectacle, c'est que le contenu même du spectacle soit attentatoire à l'ordre public. Alors, bon, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer le principe d'ordre public parce que c'est pas matériel? En fait, c'est plus compliqué que ça, comme toujours dans le droit, parce que d'abord, il y a toujours eu quelque chose comme une législation sur les spectacles. Il y a un arrêt Lutetia, connu dans les années 50 du Conseil d'État, qui interdisait les spectacles, et il y avait quelque chose comme une moralité publique quand même si ce n'était pas dit comme ça. Ensuite et surtout, depuis 1991, il y a eu un arrêt Morsan-sur-Orge, qui était une affaire terrible, vous en avez peut-être entendu parler, des histoires de lancer de nains. Voilà, donc un maire avait interdit un spectacle de lancer de nains au motif que c'était attentatoire à la dignité humaine. Et la question posée par le Conseil d'État, c'est est-ce que l'atteinte à la dignité humaine fait partie des prérogatives du maire, sachant que ces prérogatives sont fondées sur le respect de l'ordre public. Il fallait donc décider si l'atteinte à la dignité humaine, c'était de l'ordre public, autrement dit, s'il y avait une dimension de moralité dans l'ordre public. Et le Conseil d'État avait répondu positivement. Alors le problème, c'est qu'il y a cette décision, mais il n'y en a qu'une. Est-ce que ça suffit pour faire jurisprudence? Juste avant la décision Dieudonné, ce n'est pas absolument certain. Et au fond, quand les juges du Conseil d'État peuvent décider de l'affaire Dieudonné, ils peuvent décider soit que l'affaire Morsan-sur-Orge est isolée et que leur jurisprudence n'implique pas l'extension de l'ordre public à la moralité, soit au contraire que oui, bien sûr, ça a déjà été étendu à la moralité et que la preuve, il y a déjà un précédent. Et là, il y a quand même une indétermination qui fait qu'on ne sait pas très bien quel est le principe applicable. Troisième idée. Imaginons, d'accord, ok, Morsan-sur-Orge fait jurisprudence, l'ordre public a une dimension morale. Mais le problème, c'est que le spectacle de Dieudonné n'a pas eu lieu.
Alors, est-ce qu'on peut interdire un spectacle, non pas au fondement de l'atteinte à la dignité humaine qu'il représente, mais au seul risque de cette atteinte? Et là, le principe qui devrait régir cette question, celui dans un régime libéral, c'est qu'on ne supprime pas préventivement la liberté. Mais il se trouve que notre régime n'est pas seulement libéral. Notre régime, il s'intéresse aussi, pour utiliser les mots du Conseil d'État dans la décision de donner, à la cohésion nationale. En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que le risque d'atteinte à cette cohésion était assez important pour limiter préventivement la liberté d'expression. Donc ce qui apparaît ici, c'est que la déduction par syllogisme est parasitée par un autre mode de raisonnement. Cet autre mode de raisonnement, c'est le raisonnement par les finalités, un raisonnement téléologique. Voilà, donc troisième idée donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas que des déductions dans le raisonnement juridique. Alors vous me direz, là peut-être on tient la solution. Peut-être effectivement, il n'y a pas que du syllogisme, mais peut-être que le raisonnement par les finalités, par la téléologie, permet de résoudre le problème. Élargissons donc la rationalité juridique formelle à une rationalité juridique plus vaste qui inclurait la considération des finalités et utilisons les finalités comme majeures pour les syllogismes juridiques. Alors il y a beaucoup de juristes qui ont pensé ça, et là je suis en train de vous faire l'histoire de la pensée juridique en 20 secondes. Ça, c'est le tournant de la Belle Époque, ce qu'on a appelé les juristes inquiets, Saleil, Génie, Oriou, Duguy. Tous ces gens-là ont cherché à introduire le mouvement de la socialisation du droit. La socialisation du droit, c'est l'introduction des considérations des finalités sociales dans le raisonnement juridique. L'idée donc, ici, c'est que le droit doit s'adapter à des finalités sociales nouvelles. Pardon ? Oui, je dis l'intérêt général. Oui, tout ça, oui. Que donc le droit doit s'adapter à des finalités sociales nouvelles et que ces finalités seront désormais ce qui va orienter le raisonnement des juristes. Pas des principes généraux statiques, donc, mais des principes généraux dynamiques qui évoluent et qui permettent de faire évoluer le droit au rythme des besoins de la société. Ah, le gros problème, c'est que le raisonnement téléologique tombe sous le coup du même genre d'arguments que ceux que je viens de produire avec le raisonnement formel. L'affaire de Dieudonné est excellente. En l'espèce, il n'y a pas une finalité ici, il y en a deux et elles sont en conflit. Est-ce qu'on veut favoriser la liberté d'expression? Est-ce qu'on pense que la liberté d'expression... Au passage d'ailleurs, la liberté d'expression, c'est pas n'importe quel principe, hein. C'est un des principes les plus hautement valorisés dans l'ordre constitutionnel parce que c'est au fondement de notre démocratie. Donc on n'est pas... c'est pas de la fioriture, on est dans le cœur politique du droit. Donc, est-ce qu'il faut scrupuleusement respecter la liberté d'expression et refuser de la limiter préventivement? Ou bien, mais il y a aussi cette idée politique-là, qui est une autre finalité, qui est très importante et qui est très sérieuse, que la République française, on en mesure son caractère républicain à la manière dont elle traite la question juive. C'est-à-dire le statut qu'elle fait aux juifs, mais aussi la manière dont elle traite l'antisémitisme. Et cette question-là, on ne peut tout de même pas oublier qu'il y a eu quelque chose comme l'affaire Dreyfus, qu'il y a eu quelque chose comme Vichy, qu'il y a eu quelque chose comme etc. Autrement dit, qu'à chaque fois que la Révolution française a été lâche sur la question de la sanction de l'antisémitisme, eh bien ça s'est traduit par un effondrement moral et politique du caractère républicain des institutions. Et donc là, on a deux finalités. Les deux sont complètement politiques, elles sont extérieures au droit, et elles présentent, voilà, comment faire. Il n'y a pas véritablement de détermination. Alors vous allez me dire, ce qu'on peut faire, c'est peser le pour et le contre, balancer entre ces deux principes, et essayer de trouver une proportion. On va essayer, oui, on va limiter un peu la liberté d'expression, mais pas trop, et puis on va essayer de concilier tout ça. Alors, très très bien, et là nous sommes dans un nouveau chapitre de l'histoire de la pensée juridique, quelque part dans les années 50-60, même si la balance des intérêts et le principe de proportionnalité apparaissent en droit français. Bon, peut-être il était là toujours, parce que je pense que les juges ont toujours balancé, ont toujours fait de la proportionnalité, mais disons, officiellement, c'est un mode de raisonnement juridique répertorié et admis comme tel depuis une décision Benjamin dans les années en 1933. Mais disons que ça se développe dans les années 50 et surtout ça a pris une influence considérable par le droit européen, la Cour européenne des droits de l'homme en ayant fait son principal mode de raisonnement. Alors donc on aurait quelque chose ici qui serait la balance des intérêts comme mode de raisonnement qui permet, en vertu du principe de proportion, qu'on est capable de formaliser de manière assez précise, de balancer les intérêts et de balancer les valeurs politiques
et d'arriver à des décisions juridiques qui ne sont pas si irrationnelles, qui sont très raisonnables, même si elles ne sont pas l'application d'un principe ou d'une finalité absolue. Mais il y a un gros problème que je développe, c'est la thèse numéro 5. C'est que les intérêts à balancer ne sont pas toujours clairs, qu'ils ne sont pas toujours commensurables entre eux, qu'ils ne sont pas toujours mesurables assez précisément pour établir entre eux une proportion. Bon, parfois c'est pas difficile. Il y a un cas très classique en droit américain. Nous sommes à Miami, il y a un hôtel, il y a une piscine, il y a un terrain à côté de l'hôtel, et quelqu'un fait construire un autre hôtel à côté du premier hôtel. Le nouvel hôtel met la piscine dans l'ombre plusieurs heures par jour. Bon, là il va falloir balancer les intérêts, c'est pas très difficile. On regarde combien le premier hôtel perd d'argent en ayant sa piscine à l'ombre 3 heures de plus par jour. On regarde combien celui qui a construit le deuxième hôtel gagne avec son nouvel hôtel, et puis on coupe la poire en deux. On y arrive assez bien, ça s'appelle du cost-benefit analysis. C'est pas très difficile, c'est hautement formalisé, ce sont des maths. Donc la balance des intérêts, parfois, ça peut marcher très bien. Mais je reprends l'exemple de l'affaire Dieudonné. Bon, d'abord, est-ce que tous ces principes sont balançables? Est-ce que la liberté d'expression, c'est susceptible de plus ou de moins? Pas sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir un peu moins le droit de s'exprimer? C'est pas du tout évident que ça veut dire quoi que ce soit. Soit il y a de la liberté d'expression, soit il n'y a pas de liberté d'expression. Qui est-ce qui décide du plus ou du moins? Il est bien possible que dans le fait d'autoriser une censure, quelle qu'elle soit, il y ait déjà une atteinte à la liberté d'expression qui ne soit pas en plus et en moins, mais que ce soit un problème de principe, justement. Et puis, est-ce qu'on peut considérer est-ce qu'on peut balancer d'un côté la considération politique de ce que c'est que la République française et de la manière dont elle résout la question juive, et de l'autre la liberté d'expression? Pas évident. Est-ce que c'est commensurable? Et puis surtout, comment est-ce qu'on détermine les intérêts en jeu? Parce que là, on a vu deux finalités, mais des intérêts en jeu, il y en a un paquet quand même dans cette histoire. Quel est l'intérêt politique du Premier ministre qui veut afficher une position de fermeté? Quid de l'intérêt proprement artistique du spectacle? Je ne suis pas un grand fan, mais il paraît qu'il y en a qui aiment bien. Quid des intérêts des Français d'origine des anciennes colonies qui estiment que la République ne les traite pas correctement et qu'il y a un sérieux problème de cohésion nationale, mais qui n'est pas le problème de cohésion nationale dont parle le Conseil d'État? Quid des intérêts antisémites de Dieudonné ou de Soral dans leur spectacle? Quid des intérêts antisémites de ceux qui les financent, paraît-il? Je n'en sais rien, et comme ça va être publié, je ne veux pas m'avancer trop sur ce terrain, mais il paraît que la Syrie et l'Iran ont contribué à financer. Comment est-ce qu'on choisit entre tous ces intérêts? Où est-ce qu'on place la limite entre les intérêts qu'on va reconnaître comme pertinents pour traiter le cas et les intérêts qu'on va juger extérieurs au cas? Et quelle est la mesure commune de tous ces intérêts? Qu'est-ce qui va permettre d'établir entre eux une proportion? Et comment cette proportion peut-elle être mesurée de manière assez précise pour fournir une raison qui va déterminer la volonté du juge? Il est évident que c'est beaucoup trop vaste et beaucoup trop indéterminé, dans certains cas, pas dans tous, pas l'hôtel à Miami, mais en tout cas dans l'affaire Dieudonné. Bref, qu'il s'agisse de déduire des principes, de déduire des finalités ou de balancer en proportion, à chaque fois, il y a des cas, pas tous les cas, mais il y a des cas où la décision des acteurs n'est pas assez déterminée pour qu'on puisse se garder de l'arbitraire de leur décision. Ce n'est pas tout, je pourrais continuer à développer pendant très longtemps, mais je vais quand même développer un argument de plus pour la route, si je puis dire. Cet argument, c'est que les faits ne sont jamais assez donnés pour qu'on puisse séparer leur construction de la détermination de la règle applicable. Je prends encore l'affaire Dieudonné. Comme on l'a vu, le problème, ce n'était pas l'atteinte à la dignité humaine, mais le risque d'atteindre à la dignité humaine. Comment est-ce que j'évalue ce risque? Pour ça, il faut aller regarder les faits. C'est-à-dire, par exemple, les précédents spectacles de Dieudonné, la probabilité qu'il fasse le même spectacle, ou que les mêmes paroles soient prononcées. Et en outre, il faut faire un lien entre ces discours et l'atteinte à la dignité humaine. Mais là encore, comment est-ce qu'on va sélectionner les faits? Est-ce qu'on va aller regarder juste ce que Dieudonné disait dans le même spectacle, le mur, ou est-ce qu'on va aller regarder ce que Dieudonné dit en général, en se disant qu'il y a toujours une chance pour qu'il introduise ce qu'il disait en général dans ce spectacle? Comment est-ce qu'on va comprendre tout ça? Et puis, il va falloir aussi essayer d'évaluer comment un discours de ce genre peut produire des effets. Comment est-ce qu'un discours peut attenter à la dignité humaine?
In fine, c'est la construction des faits qui a déterminé la décision du Conseil d'État. C'est le Conseil d'État a considéré que le risque de discours antisémites et attentatoires à la dignité humaine était trop gros pour autoriser le spectacle. Mais ça, ils auraient pu construire les faits autrement. Alors un célèbre juge américain, Jérôme Frank, disait que le plus souvent, il jugeait non pas en appliquant des règles, mais en construisant des faits, ce qui rendait la distinction du droit et du fait particulièrement délicate. Mais si faire du droit, c'est pas seulement appliquer des règles qui préexistent à des faits donnés, comment est-ce que se construisent les faits en droit? Alors là, on sait des choses quand même, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui se sont faites. Et on a pu par exemple montrer que dans le processus de construction des faits juridiques, tout ça est gouverné par l'existence de scénarios typiques ou de scripts généralement acceptés. Par exemple, je pourrais raconter l'histoire de l'affaire Dieudonné comme celle d'un artiste forcément outrancier. Les artistes sont outranciers, ça fait partie de la chose. Forcément gênant, puisqu'en plus c'est un humoriste. Et donc un scénario possible serait l'idée de l'artiste outrancier et gênant qui fait beaucoup de bien à la démocratie, parce que précisément c'est une force critique. Il y a un autre scénario possible qui serait de dire c'est un militant déguisé, un militant politique qui est déguisé en artiste engagé, qui est déguisé en artiste et qui est engagé dans une entreprise de sape des fondements de la République et où l'art en fait ne sert que de vêtement pour une opération politique qui est cousue de fil blanc et que effectivement le problème c'est l'opération politique, c'est pas la défense de l'art. Et vous voyez que selon le choix du scénario, on va pas du tout avoir le même genre de décision à l'arrivée. Bon, la jurisprudence féministe, qu'on appelle la feminist jurisprudence aux États-Unis, a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Dans les questions de viol, par exemple, c'est très clair. Les scénarios, je lisais encore récemment dans les journaux, la police hongroise invitait les femmes hongroises à ne pas s'habiller sexy, à ne pas mettre de mini-jupe, parce qu'ils estimaient que l'habit sexy était une manière de provoquer le viol. Vous avez des affaires de viol, ça arrive tous les jours, et là aussi vous avez des scénarios du genre, elle a voulu l'exciter, avec la jupe qu'elle avait, de toute façon, tu vas quand même pas sortir comme ça ce soir ma fille, et que c'est son comportement qui a indiqué une disponibilité sexuelle, autrement dit, le cas, c'est simplement que ce monsieur n'a pas su résister à la tentation. Vous n'aurez pas du tout la même décision si le scénario que vous adoptez, c'est une femme libre, elle a le droit de s'habiller comme elle veut, et ce sont des stéréotypes misogynes qui poussent à croire que le fait d'être habillé sexy a la signification d'une disponibilité sexuelle. Dernière thèse donc, les séquences et les arguments juridiques sont souvent assurés, les séquences à l'intérieur des arguments juridiques, sont souvent assurées par des liens qui sont proprement irrationnels. Parce qu'ils sont le fruit de la production imaginaire, de la partialité idéologique, de la volonté politique, de scénario. Parce que quand on dit scénario, on est très sorti de la logique quand même. On dit se raconter des histoires. Alors, dans ce que je viens de dire, il n'y a pas grand-chose qui soit très nouveau, et de nombreux partisans de la rationalité interne du droit, ce qu'on a appelé des positivistes, ont cherché à répondre à ces objections. Je pense en particulier à des gens comme Kelsen ou des gens comme Hart. Au passage, souvent en France, on pense que Kelsen pense que le droit est logique. Pas du tout. Kelsen dit très clairement, quand il écrit la théorie pure du droit, ce qui est pur, c'est la théorie, c'est pas le droit. Donc Kelsen reconnaît qu'il y a de l'impureté ou de l'irrationalité dans le droit. Je vais y revenir. Dans les objections qu'on peut faire à aux arguments de la critique interne de la rationalité du droit, il y a une première stratégie qui pourrait être de dire, bon, on est passé de la logique à la rhétorique. On raconte des histoires. Ces histoires sont des justifications, oui d'accord, mais la rhétorique juridique, ça ne se fait pas n'importe comment. Tous les arguments juridiques ne se font pas n'importe comment. Par exemple, en France, Michel Tropper est un bel exemple de ça. Les discours juridiques ne sont que des justifications, nous dit-il. Mais ces justifications obéissent à des contraintes, on ne justifie pas n'importe comment. Alors c'est clair qu'on ne peut pas dire n'importe quoi en droit et qu'on ne peut pas le dire n'importe comment. Mais tout de même, le résultat de cette stratégie, de cette objection, est assez maigre. Parce que les contraintes de justification ou de persuasion sont très peu déterminantes. On peut quand même justifier beaucoup de choses. Si on reprend les trois cas suivants, il existe pour chacun des cas des solutions contradictoires entre elles qui sont parfaitement justifiables.
Par exemple, je peux très bien justifier l'autorisation du spectacle de Dieudonné. Je peux très bien justifier l'interdiction du spectacle de Dieudonné. J'ai des justifications pour l'un ou pour l'autre, l'une ou pour l'autre de ces solutions. Autrement dit, ce genre de théories permettent de sauver la possibilité d'expliquer le droit ex post, mais ne permettent pas de prédire le comportement des acteurs. Et donc dire que le droit n'est pas assez déterminé pour être prévisible, c'est tout de même accorder qu'il n'est pas capable d'honorer la promesse de sécurité et de stabilité qu'on attend de son fonctionnement. Alors l'autre grande stratégie, qui n'est pas d'aller vers la rhétorique en cherchant des contraintes rhétoriques, c'est de dire, oui, oui, bien sûr, il y a de l'irrationalité dans le droit, mais elle est encadrée. Et ça, c'est Kelsen, ou encore Hart. L'idée de Kelsen, c'est que la norme juridique, le système juridique, n'impose pas une solution unique, mais impose ce qu'il appelle un cadre d'interprétation. À l'intérieur de ce cadre d'interprétation, le juge aura toujours la possibilité entre 2 ou 3 solutions, 4, 5 peut-être, mais ça ne pourra pas sortir du cadre. Ce sera toujours 4-5 solutions, ce ne sera pas 25. Et que, grosso modo, ça marche quand même. Donc on arrive à sauver la rationalité juridique en gros. Même démarche chez Hart, sauf que ce n'est pas le cadre, c'est la distinction entre le cœur de la norme et la pénombre. Il y a un exemple magnifique chez Hart dans The Concept of Law, qui est le panneau qui indique que les véhicules sont interdits dans le jardin public. Alors on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de rentrer avec votre voiture dans le jardin public. Et ça, c'est le cœur de la norme. Donc dans 95% des cas, tout le monde voit très bien, vous n'avez pas le droit de rentrer avec votre voiture dans le jardin public. Mais il y a une pénombre de la norme. Quid de la poussette pour enfants? Et quid de la poubelle qui a des roues? Et quid de l'ambulance, parce que quelqu'un vient de faire un AVC dans le jardin public? Et quid de, etc., etc. Alors pour ces cas-là, quand on est dans la pénombre de la norme, il y a une marge d'indétermination. La stratégie de Hart est à peu près la même, elle consiste à dire, grosso modo, ça marche, on voit à peu près ce que ça veut dire que vous n'avez pas le droit de rentrer avec votre voiture, et ça suffit à assurer la rationalité du droit. Alors moi je crois que ces objections ratent quelque chose que je vais essayer de vous montrer à partir de quelque chose qui pourrait être une phénoménologie du travail du juriste, en m'intéressant à la manière dont les juristes travaillent. Prenons un cas, prenons l'affaire Dieudonné. Et ce que je vais dire, ça marche beaucoup pour les avocats, mais ça marche aussi pour les juges très bien. Supposons que vous êtes un des avocats dans l'affaire Dieudonné ou le juge. Bon, vous lisez le dossier, vous voyez, c'est samedi matin, vous allez le lever, vous avez pris votre café et vous avez le dossier. Plein de documents, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous lisez le dossier. Et vous vous faites une première préconception du dossier. Vous vous dites, aïe, il y a de la liberté d'expression, il y a de l'ordre public, on va discuter du caractère moral ou pas de l'ordre public, il va falloir que j'aille regarder un peu Morsan sur Orge, etc. Et vous vous faites une idée, vous allez, dans cette préconception, vous allez commencer par subir une certaine détermination du droit. Et vous allez sans doute être déterminé par cette préconception. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous allez vous dire, par exemple, il n'y a pas d'ordre public moral, donc ça va être difficile d'interdire le spectacle sur fond d'atteinte à la dignité humaine. Ou vous allez vous dire, le spectacle n'a pas eu lieu, c'est difficile de faire appel à l'ordre public pour quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Bon, vous allez vous dire ces choses-là. Si vous êtes avocat, si cette détermination va dans le sens des intérêts de votre client, ben vous allez chercher à la renforcer. Vous allez trouver d'autres arguments pour montrer que oui, il y a bien une nécessité, il faut nécessairement aller dans ce sens-là. Mais si vous défendez la partie adverse, si cette solution ne va pas dans le sens des intérêts de votre client, qu'est-ce que vous allez faire? Ben vous allez chercher à inverser. Vous allez chercher à dédéterminer, à indéterminer cette détermination. Et les juristes font ça tout le temps. Vous recevez un dossier, ça semble aller dans une direction, cette direction ne vous convient pas parce que vous êtes payé pour défendre l'intérêt de la partie adverse, vous allez essayer de faire feu de tout bois, trouver des arguments de procédure, essayer d'évoquer quelque chose, d'aller chercher dans la jurisprudence d'autres choses, et vous allez essayer de renverser la détermination, d'indéterminer la détermination. Alors vous allez me dire, ça marche très bien pour les juges, mais pour les avocats, ça marche aussi pas mal pour les juges. Ça dépend des juges. Il y a des juges qui conçoivent leur travail comme étant transparents. S'ils subissent une détermination, ils vont se laisser déterminer. Ils pensent que leur travail, c'est de se laisser déterminer. Il y a d'autres juges qui ne pensent pas ça. Il y a d'autres juges qui pensent que le problème, l'office du juge, c'est pas seulement
appliquer le droit, c'est par exemple rendre une solution juste. Et que rendre une solution juste, parfois, ça suppose de jouer un peu avec l'application du droit. Ou alors il y en a d'autres qui se conçoivent carrément comme des militants. Il y a des juges militants. Et puis il y en a d'autres encore qui pensent que, à côté du travail d'application du droit, ça c'est très vrai dans les cours suprêmes, ils ont une fonction politique. Là, très clairement, le Conseil d'État s'est érigé en garant de la cohésion nationale, a estimé que la cohésion nationale, c'est quelque chose non seulement d'important, mais qu'il regarde. Et que ça, c'est au moins aussi important que d'être fidèle à sa jurisprudence précédente. Donc, selon la manière dont le juge va comprendre son office, et selon ce qu'il va penser de la détermination, c'est-à-dire que si la détermination lui plaît, bon, très bien, il va se laisser déterminer. Mais si la détermination ne lui plaît pas et qu'il conçoit son office comme étant susceptible de faire plus que de se laisser déterminer, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de changer la détermination. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va dépendre du temps, de l'énergie, du talent qu'il va mettre pour essayer d'indéterminer la détermination. Peut-être il va y arriver, peut-être il ne va pas y arriver. Le temps est une question cruciale. Les juges ont à juger à une vitesse, c'est épouvantable. Ils ont souvent quelques heures pour traiter le dossier. Et parfois, on essaye et on n'y arrive pas, parce que dans le dossier, il n'y a rien, et finalement, même si on a fait des efforts, on est obligé de se laisser déterminer. Mais parfois, on y arrive. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le droit n'est pas déterminé, ça veut dire que le droit n'est pas non plus un chaos indéterminé. Ça veut dire que ce qui est indéterminé, c'est le rapport entre détermination et indétermination. Il y a toujours la possibilité d'indéterminer le rapport entre détermination et indétermination. Alors ici, mon argument est décisionniste et il s'inscrit dans une longue tradition qui emprunte d'ailleurs beaucoup à la philosophie, Kierkegaard, etc., dont évidemment Schmitt, pardon. Et là, je voudrais dire, mais Nietzsche aussi, oui. Je voudrais dire un mot à propos de ça. Première idée, donc, le décisionnisme juridique, ça ne veut pas dire que les règles sont toujours indéterminées. Ça veut dire qu'il est toujours possible d'essayer d'indéterminer les déterminations. C'est pas du tout pareil. La deuxième chose, c'est que le décisionnisme juridique dont je m'inspire a été beaucoup élaboré par des courants de pensée comme les Critical Legal Studies aux États-Unis et qu'il faut la contraster avec le décisionnisme chez Schmitt. Chez Schmitt, l'idée, c'est qu'on suit les règles jusqu'au moment où suivre les règles va conduire à la destruction de vos modes de vie. Et alors ce jour-là, quand on arrive à ce point, rien ne peut garantir que vous n'allez pas recourir à l'exception. C'est-à-dire chercher à changer les règles du jeu et en cas d'échec, chercher à jouer en dehors des règles du jeu, ce qui implique la guerre civile, la guerre peut-être. Autrement dit, chez Schmitt, c'est seulement quand les modes de vie sont en jeu, c'est-à-dire quand les enjeux sont énormes, quand ce qui est en question, c'est la nature du régime politique, quand ce qui est en question, c'est la nature de la société, que se pose la question de l'exception. Donc l'exception, elle est toujours par en haut, et celui qui décide de l'exception chez Schmitt, il est souverain. C'est une version très grandiloquente, très théologique aussi, de l'exception. Et ça ne se joue que sur des questions extraordinairement chaudes politiquement. Ce que les Critical Legal Studies ont montré, c'est qu'en fait l'exception, elle n'est pas seulement là-haut dans le droit constitutionnel, elle est par exemple en droit privé, dans des affaires où les enjeux concrets sont minimes, mais où la force, le poids idéologique des cas est énorme. Des questions de discrimination raciale, des questions de discrimination générale, des questions de rapport entre employeurs et employés, des questions très chargées idéologiquement. Et que donc on peut avoir des tout petits enjeux avec de gros enjeux idéologiques, des petits enjeux matériels avec de gros enjeux idéologiques, et que c'est là qu'on va voir apparaître de l'exception et de l'indétermination. Pour le dire autrement, l'exception, elle est complètement disséminée dans le système juridique, à tous les niveaux, c'est un problème de micro-décision dans un dispositif, et elle est dans la vie ordinaire du droit, l'exception. Alors, j'en viens à la thèse centrale, je suis en retard et je me dépêche, j'en viens à la thèse centrale que je voudrais vous présenter. 2 siècles de critique interne ont miné de l'intérieur la confiante certitude que l'on pouvait avoir dans la rationalité du droit. Donc désormais, il me semble qu'on ne peut pas dire que le droit est complètement irrationnel, ça n'a aucun sens. On ne peut pas non plus affirmer que le droit est complètement rationnel, quel que soit le sens qu'on donne à ce terme, ni même rationnel en gros, en général, de manière assez rationnelle pour que ça marche. Ça ne fait pas du droit un gigantesque chaos,
Mais les relations humaines que le droit prétend ordonner non plus ne sont pas un gigantesque chaos. Donc là, la conclusion à laquelle je veux parvenir, c'est que le droit n'est pas tellement plus et pas tellement moins rationnel que nos vies. Pas tellement plus et pas tellement moins rationnel que, disons, les relations internationales, nos relations dans le travail ou nos relations de famille. Dans son fonctionnement ordinaire, il est sans doute plus routinisé, plus formalisé, plus procéduralisé que nos vies quotidiennes, mais là où ça nous intéresse le plus, c'est là où le risque qu'il ne le soit pas est le plus grand. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de cela ? Le problème, c'est, il me semble, que on a quelques options. La première option, ce serait le déni. On peut continuer à croire dans la rationalité du droit. On peut refuser ce que je viens de dire, faire des objections à chacun des arguments, et chercher à convaincre à la fois la ville et le monde que le droit est rationnel, l'affermir en produisant des modes de rationalisation qui seraient encore plus effectifs. Et c'est ce que font les juges quand ils affirment qu'ils sont la bouche de la loi ou de la Constitution, et c'est ce que font les professeurs de droit quand ils écrivent des manuels dans lesquels ils présentent le droit comme un système cohérent. Ils font le choix du déni. Alors moi, je veux dire, personnellement, cette solution m'est difficile parce qu'il se trouve que j'ai perdu la foi. Alors pour ceux qui ont perdu la foi, il y a une deuxième option, qui serait le cynisme. C'est très couru. Bien qu'ayant perdu la foi, nous allons continuer à faire comme si nous l'avions encore. Autrement dit, on va bien se garder de le dire. On sait bien que le droit n'est pas rationnel. On sait bien qu'il y a plein de choses étonnantes dans le droit, qu'il y a des scénarios, des histoires, des fantasmes, de la politique, de tout ça. Mais on ne va pas le dire. On va continuer à dire qu'on est la bouche de la loi. On va continuer à écrire des manuels où le droit est rationnel. Autrement dit, on va faire le noble mensonge de Platon. On va faire comme le grand inquisiteur chez Dostoïevski. Et on va penser qu'une élite de forts penseurs peut affronter la dure vérité que les cieux sont vides, mais que la masse, elle doit être gardée dans l'ignorance de cette vérité pour son bonheur. Cette solution me paraît à la fois esthétiquement et politiquement, disons, infecte pour rester poli. Et de ce point de vue-là, je souscris entièrement au point de vue de Castoriadis. Je ne résiste pas à vous lire une petite citation. « Chacun de nous est un puits sans fond, et ce sans fond est de toute évidence ouvert sur le sans fond du monde. En temps normal, nous nous agrippons à la margelle du puits sur laquelle nous passons la plus grande partie de nos vies. Je n'ai pas besoin d'un mythe particulier pour reconnaître ce fait. Les mythes eux-mêmes, comme les religions, à la fois ont affaire avec ce sans fond et visent à le masquer. Ils lui donnent une figure déterminée et précise qui en même temps reconnaît le sans fond et en vérité tend à l'occulter en le fixant. Le sacré, c'est le simulacre institué du sans fond. Je n'ai pas besoin de simulacre et ma modestie me fait penser que ce que je peux à cet égard, tous le peuvent. Or, derrière vos questions, parce que Castoriadis répond à un entretien, il y a l'idée que seul un mythe pourrait fonder l'adhésion de la société à ces institutions. Vous savez que c'était déjà l'idée de Platon, le noble mensonge. Le mensonge est devenu mensonge et le qualificatif de noble n'y change rien. Bon, pour le dire autrement, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas envie d'être une brebis et je n'ai pas non plus la vocation à devenir un pasteur. Donc personnellement, cette situation ne me convient pas. J'ajoute que l'alliance du déni et du cynisme fonctionne très bien parce qu'elle est à la source du fonctionnement du système, mais peut-être aussi de la crise de légitimité de nos institutions contemporaines. Au fond, nous savons très bien que les choses ne marchent pas comme elles devraient. Par exemple, nous savons très bien que la volonté populaire est une fiction, nous savons que 6% des lois promulguées sont appliquées, nous savons que les représentants du peuple ne sont pas ceux qui produisent les règles qui nous gouvernent, nous le savons, mais dès que nous avons un problème politique, qu'est-ce que nous faisons ? Nous réclamons des lois. Nous sommes dans le déni. Et les gens à qui nous réclamons des lois, les juristes, les administrateurs, ils savent bien que ce sont eux qui font le droit, et ils savent bien que cela ne correspond pas à ce que pensent les administrés. Mais qui parmi les citoyens, par exemple, sont capables d'évaluer le rôle du Conseil d'État dans la production normative, qui est considérable? Combien même savent le rôle exact qu'il joue, et même que ça existe? Mais néanmoins, quand on demande aux conseillers d'État ce qu'ils font, ils répondent, en général, publiquement, qu'ils sont la bouche de la loi. Déni d'un côté, cynisme de l'autre, ça va très bien. Il y aurait une troisième option qui serait de sortir du droit, d'arrêter d'utiliser le droit. C'est-à-dire de recourir au code d'honneur, de revenir à la religion, de réenchanter le monde, etc., etc. Moi, il me semble que cette position a deux défauts. La première, c'est que tous les arguments que j'ai développés à propos de la critique interne du droit sont applicables aux autres ordres normatifs. Si par exemple on prend, je ne sais pas moi, les valeurs de charité et de justice chrétienne, il ne me semble pas que ces principes soient moins indéterminés et moins vastes que les principes dont je parlais, qui ne permettent pas de déduire des règles. La deuxième surtout, c'est que cette solution reconduit l'idée, qui est au cœur de ce que je raconte,
que pour obéir à un ordre normatif, il faut croire dans sa rationalité. Or, précisément, moi je ne crois pas que pour obéir au droit, il faille y croire. J'y crois plus, j'ai perdu la foi, mais ça ne m'empêche pas quand même de continuer à m'arrêter au feu rouge. Et si je m'arrête au feu rouge, c'est pas parce que j'y crois, c'est parce qu'il me semble qu'il est après tout pas plus stupide de s'arrêter au feu rouge dans la société, parce qu'il se trouve qu'elle fonctionne au droit, et que tout irrationnel ou tout rationnel qu'il soit, avec son faible degré de rationalité, après tout, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, autant que ça fonctionne comme ça. Donc je vais opter pour une quatrième solution, et ce sera ma conclusion, qui est celle d'entretenir une relation défétichisée au droit et à la raison juridique. Obéir au droit parce que nos sociétés fonctionnent au droit et qu'il faut bien qu'elles fonctionnent à quelque chose, mais sans en être la dupe et sans attendre du droit qu'il nous dise comment nous devons nous gouverner. Je vous donne un exemple pour me faire comprendre. Quand il y a eu la deuxième invasion de l'Irak par les États-Unis, de nombreux citoyens et de nombreux intellectuels ont manifesté leur désaccord en estimant que cette invasion était illégale. Alors ça voulait dire qu'il n'y avait pas eu de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU qui aurait validé l'invasion. Mais qu'est-ce qui se serait passé s'il y en avait une ? C'est-à-dire, quand on sait comment fonctionne le Conseil de sécurité, qu'est-ce qui se serait passé si on avait réussi, je ne sais pas, si on avait corrompu les Chinois et les Russes en leur vendant je ne sais pas quoi, en échange, en leur extorquant leur accord pour cette invasion, est-ce que ça aurait rendu l'invasion plus légitime ? Je crois que c'est attribuer beaucoup trop au droit que de le penser. Et avoir perdu la foi dans le droit, c'est accorder que le droit est une manière de poser un problème, mais que ce n'est pas une manière de le résoudre. Autrement dit, que c'est un terrain de jeu qui autorise plusieurs solutions contradictoires au problème posé, et non pas une seule solution qui serait la bonne parce qu'elle serait la solution légale. Donc, c'est pas grand-chose de plus qu'un terrain de jeu, et ce terrain, par ailleurs, n'est pas évidemment meilleur ou pas évidemment pire que d'autres terrains de jeu. Jouer sur ce terrain conduit parfois à de bonnes solutions, et j'imagine aussi parfois à de mauvaises solutions, de plus mauvaises solutions que si on avait joué sur un autre terrain. Donc j'ajoute un dernier mot. Ce qui contribue à la fétichisation du droit, c'est que ceux qui croient dans la haute rationalité du droit en général sont ceux qui ne savent pas jouer. Et il me semble tout à fait étonnant que dans notre société qui fonctionne au droit, l'essentiel de nos institutions étant ordonné par le droit, les citoyens sachent aussi peu de choses sur son fonctionnement concret. Donc le fétichisme de la raison juridique, me semble, procède de cette ignorance, et si nous voulons être un peu plus en accord avec nos idéaux, il me semble que nous devrions nous hâter de rendre le droit populaire, et pour que le plus grand nombre puisse à la fois y jouer mieux, en y croyant moins. Je vous remercie.